bonjour, très heureux de vous retrouver ici donc pour cette nouvelle émission Power Boost dans le cadre du salon Rétromobile à la Porte de Versailles à Paris. Alors, je suis sur l'espace donc dédié à Juan Manuel Fangio et je suis en compagnie donc de Jacques Grellet. Bonjour. Bonjour, bien, bienvenue. Vous l'avez bien connu. J'ai voyagé avec Fangio pendant 40 ans, donc oui, je l'ai bien connu. C'est un ami à lui. Oui, très ami avec lui, oui. Alors, effectivement, cet espace-là qui est dédié à ce pilote d'exception, c'est dans le cadre du centenaire de sa naissance ? Oui, il est né en 1911, 2011, c'est bien les 100 ans, et on a fait cette exposition à sa réputation, à sa gloire. Et on est content on n'a que 4 voitures sur 5, mais c'est déjà pas mal. L'autre est à Abu Dhabi et on ne peut pas l'avoir. Alors nous sommes devant une voiture exceptionnelle elle aussi, puisqu'il s'agit d'une Maserati 250F, oui. Et c'est un véhicule important pour le coureur automobile. Ça a été le véhicule où il a fait la plus belle course de sa vie, où il a pris le plus de risques de toute sa vie, puisque dans les 8 derniers tours du Nürburgring 57, il a battu 8 fois le record du tour. Il a dû s'arrêter pour changer les pneus, reparti en 6e position, a tourné comme un diable, glissant des 4 roues, et a réussi à battre tous les jeunes loups, comme il disait. Et c'était la plus belle victoire de sa vie, où il a pris le plus de risques de toute sa vie. Et c'est un véhicule donc équipé d'un moteur quand même très puissant ? C'est un 6 cylindres, double Abracam. Je ne sais pas exactement combien il y avait de chevaux, parce qu'on ne savait jamais exactement ce qu'il y avait dans le moteur à cette époque-là. Mais c'est la voiture du maître, absolue. Capable de propulser la voiture à combien ? Dans 280 à 300, sur le bout de ligne droite, le peu de ligne droite. Il a fait 9 courses avec cette voiture-là. Et à Rouen, il était dans les 260. Le Nürburgring, il y a 163 virages du Nürburgring. Il y a à peu près une ligne droite de 1,5 km. Et là, il poussait à fond. Au-dessus de ses limites, il l'a bien dit. Il a roulé au-dessus de ses limites pour la première fois de sa vie. Et après, je crois que ça a aussi décidé. Il était 5 fois champion du monde. Ça l'a décidé à arrêter parce qu'il a dit 5 fois champion. Il y a tous les jeunes loups derrière moi. Et après, il disait, c'est leur tour. Donc, il a commencé à courir en Europe, à Reims en 1948. Il a terminé de courir en Europe à Reims en 58. Il a couru 10 ans, a fait 54 courses, a gagné 21 courses sur les 54 et a été 5 fois champion du monde sur 4 marques différentes et on peut dire sur 5 voitures différentes. C'est fabuleux à cette époque-là. Sur le plan mécanique, on voit en fait que ces voitures sont toujours avec des freins à tambour sur les 4 roues. Oui, le frein à disque a été expérimenté surtout par Jaguar au Mans, mais n'était pas encore sur les Formule 1 d'époque. Et c'est venu par l'après, donc ils avaient les freins à tambour. Et tout le monde les avait, donc il n'y avait pas un qui était mieux que l'autre. C'était à la limite avec Fangio. Quand il roulait à la limite, il roulait à la limite. Jacques Grellet, merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Après le rachat de l'usine de presse de Geldrop et une participation dans le capital de Roche, fabricant de semoirs pneumatiques et de distributeurs d'engrais, le groupe Kuhn annonce l'acquisition du constructeur américain Kroos, spécialisé dans la fabrication d'outils de travail du sol et de semoirs à céréales. Kroos affiche un chiffre d'affaires en 2010 de 61 millions de dollars. Chipfoos, un designer automobile californien, a customisé ce John Deere 4020. Équipé d'un moteur 6 cylindres, il a été dévoilé lors d'un salon agricole aux États-Unis. Des vols de câbles de cuivre sont aujourd'hui aussi à déplorer sur les travées des pivots d'irrigation. Ainsi, la FDSEA de Gironde a recensé plus de 200 travées pillées ces derniers mois, avec des dégâts pouvant atteindre 30 000 € pour un seul maïsiculteur. Dans quelques mois, des vols en période d'irrigation pourraient aussi se solder par de graves pertes de rendement dans les parcelles concernées. Latitude, le spécialiste du GPS, a fait forte impression lors de la démonstration de binage de culture de blé bio dans l'Eure le 23 mars 2011. En effet, grâce à l'autoguidage RTK, il était possible de biner du blé semé à 25 cm d'écart, alors que les ailerons de la bineuse font 20 cm de large, le tout en travaillant à 8 ou 10 km/h. L'important est de bien cerner le semoir, puis la bineuse dans l'axe du tracteur, afin de ne pas abîmer la culture. Notons que le tracteur est un modèle que l'on pourrait qualifier d'éprouvé, histoire pour Latitude de montrer que son système peut s'installer sur tout type de tracteur du moment que la direction est assistée.
Voilà, je vous retrouve à présent à l'intérieur de ce blindé léger. C'est un blindé qui a servi donc dans le cadre des conflits en Afrique du Nord en 1942. C'est un blindé qui a été construit donc en Afrique du Sud. Et je suis en compagnie du colonel Jean-François Niclou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association des Amis du musée des blindés à Saumur. Et puis vous dites qu'il ne faut pas parler d'automitrailleuse. Bon, on devrait parler d'autocanon, puisque c'est un véhicule qui est armé d'un canon, comme vous le voyez. Mais enfin, l'usage est passé dans la vie courante. On parle d'automitrailleuse pour ce qui est des blindés à roues, des blindés légers à roues. Alors, est-ce que c'est un matériel qui était satisfaisant pour les combats en Afrique du Nord, donc en 1942, ou est-ce qu'il a été surclassé rapidement par d'autres types de matériel ? Je pense qu'il a donné satisfaction parce qu'au début, il y avait pas les combattants n'avaient pas d'autres matériels. Donc très rapidement, ils ont été équipés de ce matériel d'origine fabriqué en Afrique du Sud, mais d'origine britannique. Et ça les a beaucoup aidés dans les combats de Libye, de Bir Hakeim, les premiers combats d'Afrique du Nord. Ultérieurement, ces matériels ont été remplacés par des matériels d'origine américaine, des matériels quand même plus puissants, plus efficaces, sans déjuger bien évidemment la valeur que ces matériels avaient à ce moment-là. Alors effectivement, on regarde ces matériels qui sont assemblés de différentes aux origines, on va dire. Il y avait effectivement des ponts peut-être d'origine américaine, des tourelles d'origine britannique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de puissance moteur, c'était peut-être un peu léger. Oui, je pense que compte tenu de la masse du véhicule qui fait environ 6 tonnes, le moteur qui faisait alentour de 90 chevaux était peut-être un peu insuffisant, mais je pense que les soldats qui l'ont utilisé quand même au maximum de leur capacité. Et tout compte fait, on a bien vu qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs dans les combats de Bir Hakeim et de Libye. Alors on le voit, c'est un moteur Ford V8. Et puis en termes de motricité, on voit qu'il y a justement en fait, ces systèmes qui permettent de se sortir lorsqu'on est ensablé. Ça veut dire qu'il y avait un problème de motricité ? Ben oui, je pense que le fait d'avoir seulement 4 roues était quand même un handicap dans les terrains difficiles, notamment dans les terrains sableux ou caillouteux comme on rencontre dans le désert. Pour s'en sortir, il y avait deux outils, c'est des plaques de désensablement que l'on voit le long, et puis il y avait la pelle et les bras des équipages qui les aidaient bien évidemment à sortir des mauvais pas dans lesquels ils pouvaient se trouver. Alors après, ultérieurement, les engins américains dont nous parlions, fait pour les mêmes missions, avaient par exemple un train de roulement à 6 roues, ce qui leur donnait une portance bien supérieure dans le désert et une efficacité nettement supérieure, c'est vrai. Colonel Niclou, merci beaucoup. Eh bien, merci. Voilà, pour finir, je suis devant le fardier de Cugnot, donc une machine célèbre du XVIIIe siècle, et je suis en compagnie d'Alain Cerf. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'ingénieur qui avait voulu vérifier si effectivement cette machine que l'on pouvait voir dans le cadre donc, du musée des Arts et Métiers fonctionnait ou pas. Et effectivement, vous l'avez retapé à partir de 2004, c'est ça ? Exactement, à partir de 2004, j'ai eu la curiosité de vérifier la légende ou l'histoire du fardier de Cugnot. Et progressivement, après quelques essais, on a pensé que ça devait marcher. Donc on a décidé de construire une réplique très précise, très proche de l'original, pour vérifier les idées de Cugnot. Et je ne dirais pas aux surprises, mais quand même, ça marchait mieux encore que nous pensions. Alors vous allez me dire si je fais erreur ou pas, mais l'idée au départ, c'est que effectivement à l'époque de Louis XV, on avait besoin d'avoir des canons qui étaient de plus en plus lourds pour être de plus en plus, bien sûr, puissants et destructeurs. Et simplement, ça mobilisait beaucoup de chevaux. Donc à un moment donné, il y a eu une demande pour utiliser la machine à vapeur qu'on avait déjà en poste fixe, mais en mouvement. Oui et non. Les chevaux avaient un problème. La charge était limitée à 2,5 tonnes. Une pièce de siège de 24 par exemple. Au-dessus de 2,5 tonnes, les chevaux ne pouvaient rien remorquer. Or, l'idée du général de Gribeauval était de déplacer des pièces de 48 qui représentent 4,5 tonnes et il n'était pas question d'utiliser des chevaux. Ce n'est donc pas pour remplacer des chevaux, mais pour faire quelque chose de différent que les chevaux ne pouvaient pas faire. Que le fardier de Cugnot a été conçu comme tracteur pour l'artillerie. Et pourtant, on dit que ça n'a pas été décisif en matière de combat et de victoire, puisqu'après, ça a été abandonné. Ça a été abandonné pour une raison très différente. Ça faisait partie d'un programme général de refonte de l'artillerie française. Or, en 1770, pratiquement lors des derniers essais pratiques du Cugnot, il s'est trouvé que le duc de Choiseul a été remercié par Louis XV. La comtesse du Barry ne l'aimait pas beaucoup. Elle a convaincu le roi de le renvoyer.
Le duc de Choiseul étant parti, le général de Gribeauval en charge du programme a pris sa retraite également et tout est abandonné, les crédits ont été coupés. Ce n'est donc pas une question technique, une question de stratégie, plus une question de changement de personne pour des raisons assez peu militaires. Tout à fait. Expliquez-nous un peu les grandes étapes donc, du fonctionnement d'une telle machine. Bon, on part d'une part d'un moteur à vapeur à haute pression qui était le premier moteur au monde à vapeur à haute pression. Les moteurs étaient des moteurs diatmosphériques, très encombrants, très lourds, encombrant beaucoup d'eau et qui ne pouvaient pas être déplacés. Donc là-bas, c'est ce moteur haute pression. Deuxième problème, transformer un mouvement linéaire de piston en mouvement rotatif pour une roue. Cugnot a imaginé un système de roue à rochet très simple, qui ne s'use pas, où il y a très peu de friction et qui permet également immédiatement d'avoir une marche arrière. Il restait la traction, il a pris la roue avant, pourquoi je ne sais pas, mais enfin c'était pas une mauvaise idée. La direction, il a immédiatement pris une direction à pignon et crémaillère, c'est-à-dire avec au moins 200 ans d'avance sur tout le monde. Et le fardier de Cugnot devait donc pouvoir remorquer 4 tonnes 5 à peu près, avec un poids à vide de 2 tonnes 5 et à une vitesse de l'ordre de 4 km, c'est-à-dire poursuivre l'armée à pied. Alors on devait charger avec du bois pour faire chauffer l'eau. Effectivement, il y a la vapeur, il y a 2 pistons. Donc cette roue à cliquetis, je ne sais pas si c'est le terme exact. On avait une autonomie suffisante pour se déplacer ? C'est-à-dire que la chaudière, il fallait évidemment remettre du bois de temps à autre dedans. Mais pour l'eau, on pouvait réalimenter la chaudière, comme c'était le cas déjà pour les chaudières de l'époque, avec de l'eau qui était contenue sur le fardier. Donc il n'était pas besoin de s'arrêter, d'attendre que la pression tombe, de remettre de l'eau et de repartir à zéro. On pouvait donc marcher pratiquement de façon continue. Alain Serf, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci bien. Voilà, notre émission Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve vendredi prochain, mais vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, donc Power Boost Facebook. Très bonne semaine.